Il existe un monde où l'angoisse fait partie du paysage. Un monde où chacun de vos pas vous entraîne toujours plus loin, dans la terreur et l'indicible. Un monde où les créatures les plus inimaginables et les psychopathes les plus cruels sévissent en toute liberté. Un monde où il n'y a aucune règle, aucune loi pour vous empêcher de plonger dans l'horreur la plus totale. Ce monde n'est pas si éloigné du nôtre, et il n'appartient qu'à vous d'en franchir les frontières. Alors si vous aimez avoir peur, n'hésitez plus. Franchissez le portail et venez écouter les histoires de l'autre monde. Bonjour à vous, chères créatures. La momification, telle qu'on la connaît, peut se révéler sous différentes formes. Artificielle, telle que la pratiquaient les Égyptiens et d'autres civilisations, comme les Incas ou les Aztèques, et la naturelle. Dans ce dernier cas, une des affaires les plus troublantes de ce type reste celle de Manfred Fritz Bajerath, un navigateur allemand dont le corps momifié de façon inexplicable a été découvert à l'intérieur de son bateau le 25 février 2016. C'est une affaire réelle et toute la partie scientifique concernant la momification est authentique, telle que les constatations de l'autopsie de l'époque l'ont révélé. Malgré tout, comme le but de cette série est d'utiliser des faits réels pour former une creepypasta, j'ai bien évidemment apposé des parties fictives afin de donner un peu de sel à cette histoire. Saurez-vous trouver ce qui est vrai de ce qui est inventé? Pour cela, il vous faut dès maintenant franchir le tunnel vous menant au territoire de l'autre monde. La momie des mers. Quand j'ai reçu au sein de mon lieu de travail particulier, cette morgue où je passe le plus grand nombre d'heures de mon temps de vie dans la semaine, le corps de Manfred Fritz Bajerath, j'ai d'abord été surpris par l'état de ce dernier. Ma première réaction a été de penser qu'il s'agissait d'une momie égyptienne, sortie d'un sarcophage volé dans un musée spécialisé dans cette période de l'histoire. Bien qu'improbable, cette idée n'était pas si saugrenue de prime abord, tellement j'ai vu des histoires incroyables au sein du département de police dont je dépendais. Mais ce n'était pas une momie classique, au sens propre du terme. Entendez par là que ce n'était donc pas le corps desséché et parfaitement conservé d'un ancien pharaon, ou bien celle d'un prêtre inca ou aztèque, mais bel et bien celle d'un homme mort dans des circonstances curieuses. Il n'y avait que 7 jours, ce qui semblait impossible. Comment un corps avait pu se momifier de façon aussi parfaite en un laps de temps si court? Franchement, j'ai bien cru au départ qu'on me faisait une blague douteuse, avec la complicité des autres membres du département policier. D'autant que j'avais déjà eu droit à 2 reprises à leurs blagues de très mauvais goût, qui m'avaient valu des sueurs froides. La première fois pour mon arrivée au sein de la morgue. Une sorte de bizutage morbide, où les membres de la section scientifique avaient placé à l'intérieur d'un corps fraîchement débarqué des sortes d'électrodes, telles qu'on en utilise pour faire repartir le cœur de personnes en état de choc cardiaque, savamment dissimulées, actionnables à distance. Cette nuit-là, j'ai poussé des hurlements de terreur en voyant le corps bouger, comme s'il était vivant, grâce à la dextérité des manipulateurs. J'ai couru comme un dératé dans les couloirs, me dirigeant vers la sortie. Une fois arrivé à la porte située à l'arrière du bâtiment et avoir ouvert celle-ci, j'ai eu la surprise d'être accueilli par un groupe de policiers hilares, pour expliquer leur petite blague qui avait failli me déclencher une crise cardiaque. La deuxième fois, ils ont poussé la perfection encore plus loin, la nuit d'Halloween, en substituant un corps avec la complicité de mon supérieur et ami, et en mettant à la place pendant que j'avais été envoyé par ce salaud de Chris à la réserve pour récupérer une pompe de thanatopraxie, prétextant d'un mauvais fonctionnement de celle que nous utilisions habituellement. Ça ne m'avait pas paru bizarre dans un premier temps, la bombe présentant effectivement des irrégularités depuis quelques jours. J'ignorais à ce moment que la vraie pompe avait été remplacée volontairement par une défectueuse à mon insu, par ce même Chris. À mon retour de la réserve, surpris de son absence soudaine, mais ne m'en alarmant pas, car pensant qu'il était peut-être parti aux toilettes, je me préparais à effectuer les opérations d'usage sur notre patient du soir, quand celui-ci se mit à se lever et se diriger vers moi. Je crois que je n'ai jamais hurlé aussi fort que ce soir-là. La faute au génie du maquillage d'un groupe d'étudiants spécialisés dans les films d'horreur, qui s'était chargé de maquiller un des hommes du commissariat proche de la mort. De manière tellement réaliste et ressemblant trait pour trait au défunt qu'on était chargé Chris et moi de s'occuper, que j'ai vraiment cru être dans une version véritable du retour des morts vivants. J'étais tellement terrorisé que je suis tombé au sol, cherchant à fuir à reculons, puis en rampant, après avoir lancé tout ce que je pouvais comme objet à proximité sur le mort qui marchait. Et puis, comme pour la fois précédente de leur tour macabre, j'ai entendu des rires venir de toutes parts, les policiers et Chris se montrant, caméra à la main pour certains, portable pour d'autres, filmant la scène. En me retournant, je vis le cadavre, les mains sur les genoux, éclatant de rire lui aussi. Ça m'a pris plusieurs minutes avant de me remettre. Et il a fallu que le comédien enlève son masque de latex pour que je sois convaincu que ce n'était pas un vrai mort en face de moi,
malgré les explications des autres. Comme vous voyez, j'avais pris l'habitude de leur petite farce à la limite du supportable. Et j'ai bien cru qu'il s'agissait d'une nouvelle mise à l'épreuve de leur part. Mais cette fois, j'ai vu le ton interrogatif de Chris et des gars chargés d'amener le corps. Et j'ai compris que ça n'avait rien d'une nouvelle pitrerie orchestrée par Chris et ses amis. Ce cas était bien réel et suscitait nombre de questionnements. 7 jours. Il ne s'était passé que 7 jours pour que ce corps se momifie, selon les premières analyses des équipes médicales, suite à la constatation et la découverte du corps de Manfred Fritz Bajorat au sein de son bateau en dérive. 7 jours pour arriver à une momification de cette ampleur, ça semblait tellement impossible. Scientifiquement impossible que ce corps se soit momifié en si peu de temps, là où il fallait parfois des mois, voire des années pour arriver à un résultat similaire. Et encore, en utilisant des techniques particulières pour favoriser la momification, tels les rites utilisés par des civilisations telles que les prêtres de l'Égypte antique, ou celles précolombiennes. Tandis que là, d'après les premiers rapports légistes en notre possession, rien de tout ça n'avait été constaté. La momification s'était faite de manière totalement naturelle, sans la moindre intervention humaine. C'était du jamais vu. Et j'avoue m'être posé la question d'une action surnaturelle, bien que cette idée, en tant qu'explication rationnelle et en tant que médecin cartésien, me révulsait. Mais le fait était que ni Chris, ni moi, ni l'entourage scientifique n'avaient de solution à apporter dans un premier temps à cette énigme. La nouvelle fit grand bruit évidemment, au vu de la nature exceptionnelle d'un tel fait. Et les journaux et médias de toutes sortes ont eu vite fait d'élaborer des hypothèses tout aussi farfelues les unes que les autres. Certains évoquèrent des créatures marines, possédant une sorte de venin, ayant causé cette momification ultra rapide. D'autres parlèrent d'une expérience ratée occasionnée par la personne momifiée, bien qu'il fut prouvé que Manfred, la victime de ce mal étrange, n'avait aucune connaissance scientifique, et n'avait rien d'un Dr Frankenstein ou ayant des connaissances dignes d'Octopus ou Fatalis, aux grandes dames des fans de comics ou passionnés de sciences improbables. Les complotistes ont fait part de leurs théories à base de gènes extraterrestres ou de météorites venus d'une autre galaxie, possédant un virus inconnu, et inoculés à son insu à la victime. Autant de tentatives d'explications tout aussi folles et dénuées de sens les unes que les autres, surtout en connaissant la personnalité de Manfred Fritz Bajorat. Ce dernier était un marin, un navigateur expérimenté de 59 ans, de nationalité allemande, qui était parti des Pays-Bas il y avait 20 ans de cela, pour un tour du monde en bateau. C'est un ami du navigateur qui indiquait qu'avant la découverte du bateau, avec à son bord le marin, il n'avait plus eu de contact avec son ami depuis déjà 1 an. Beaucoup ont avancé que la mort était du coup peut-être plus ancienne qu'on le croyait, et que les légistes chargés des premières constatations du décès s'étaient trompés dans la datation. Mais l'ami du navigateur a précisé que Manfred avait peut-être eu une avarie sur sa radio, ce qui l'avait empêché de communiquer, n'ayant pas le matériel adéquat, et surtout les connaissances pour la réparer. Celui-ci ayant été assez discret sur ses rares étapes pour se ravitailler durant son long périple en mer. D'autant que l'enquête a également révélé que le bateau avait essuyé une tempête. Seule incertitude à ce sujet, on ne savait pas si la mort était survenue pendant cette dernière ou avant, expliquant la dérive du bateau. La mort de Manfred ayant été évaluée à 7 jours avant sa découverte. C'est d'ailleurs ce point qui nous a alertés en premier, Chris et moi. Nous nous demandions si cet environnement particulier qu'est le milieu marin n'avait pas eu un impact sur cette momification accélérée et hors norme, alors un contresens de tout ce qu'on pouvait savoir sur cet état de conservation du corps. Les vents océaniques et leur air salé et rempli d'iode favorisent une putréfaction rapide, comme il a déjà été constaté lors de corps repêchés en mer sur les parties immergées de ceux-ci, étant en contact avec l'air, car flottant à la surface de l'eau. Mais généralement, dans ces cas-là, l'effet de putréfaction se limite à certaines zones, et pas au corps entier. Et surtout n'occasionne pas une momification de cette ampleur, mais simplement une rigidité cadavérique plus rapide que la moyenne. Dès lors, nous nous mîmes à faire plusieurs constatations en autopsiant le corps, et nous nous aperçûmes d'un premier fait troublant, à savoir que le haut du corps était dans un meilleur état de momification que la partie basse, ce qui n'avait pas de sens. Du moins, c'est ce que nous pensions à ce moment-là. Le fait que Manfred était enfermé à l'intérieur de son bateau, et donc n'étant pas en contact avec l'eau, facteur non négligeable de désagrégation du corps, était une clé du mystère que Chris et moi avons creusé. Pour qu'une momification puisse opérer, elle doit avoir lieu dans un environnement aqueux, humide à un certain niveau, sans pour autant être immergé, et le corps doit être dépourvu de toute substance liquide. Ceci afin d'éviter la putréfaction interne et occasionnée par des bactéries. Le dernier élément déterminant était la position de Manfred, dont la mort était due, selon les rapports et l'autopsie effectuée par nos soins, à un infarctus de myocarde. Le navigateur devait être donc assis au moment de l'attaque cardiaque, et fut sans doute très soudaine, le laissant dans la position où il fut trouvé par les marins locaux ayant découvert le bateau à la dérive et le corps à l'intérieur. Cette position assise a favorisé l'expulsion des liquides du corps, autrement dit ce qu'on appelle les jus de putréfaction,
qui se sont déversés au sol et formant les substances poisseuses découvertes sous le corps. Une fois débarrassés des liquides le constituant comme le sang et l'eau, ceux-ci se putréfiant en dehors, les tissus du corps soumis au vent marin salé, celui-ci agissant en tant que conservateur en se déposant sur sa surface et formant une couche protectrice qui a occasionné un assèchement rapide de l'intérieur en commençant par les organes avant de s'étendre sur les autres parties. Raison pour laquelle la partie supérieure du corps était dans un état de conservation plus évolué que la partie basse. Cette dernière, pas complètement vidée de tout liquide, ayant une action moins propice à une momification aussi rapide que la partie haute. Fort des résultats de nos analyses, nous avons donc pu expliquer de manière rationnelle ce cas unique de momification qui n'a pas d'équivalent, en tout cas dans l'environnement où il a été découvert. Néanmoins, il subsiste quelques zones d'ombre sur des points qui n'ont pas été révélés à la presse. Chris et moi étant conscients qu'il soulèverait d'autres interrogations qui pourraient remettre en question nos conclusions sur la mort étrange de Manfred. Point relaté aux officiers des affaires maritimes chargés de l'affaire, qui ont clairement fait comprendre de ne pas ébruiter ces zones d'ombre. J'ignore pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai cherché à savoir si ces officiers appartenaient bien à la marine, de manière non officielle, usant de mes compétences informatiques et d'un passé que je me suis bien gardé de signaler quand j'étais embauché à ce poste, il y a 6 ans de ça. À une époque où je faisais partie d'un groupe de hackers opérant sur des cibles bien précises, coupables d'actions frauduleuses et ayant causé des drames familiaux. Et si j'ai bien pu constater la véracité d'identité de 2 d'entre eux, le troisième qui les accompagnait, lui, était totalement inconnu des services maritimes, côtiers ou toute autre fonction du même ordre. Ce qui était curieux, et me confortait dans le fait que les fameux points, qui pouvaient paraître insignifiants, avaient sans doute une importance plus grande qu'il ne le paraissait. L'un d'eux était ces fameux trous en forme de triangle situés sous l'oreille droite du corps, qui malgré la momification avaient pu être visibles par traitement informatique des clichés du corps. Une autre chose curieuse était l'absence de plusieurs dents, qui montraient des traces non pas de chute naturelle ou d'extraction dentaire, mais plutôt semblaient avoir été comme découpées au laser, de façon bien nette, à la base de la racine, celle-ci étant toujours en place, montrant bien qu'il ne s'agissait pas d'une extraction. En tout cas, pas de façon classique. L'un des faits le plus troublant était la datation même de l'âge de Manfred, qui ne correspondait pas à sa date de naissance officielle, telle qu'indiquée sur son extrait de naissance. La datation, aussi dingue que ça paraissait, donnait l'âge de 256 ans. C'était complètement incompréhensible. J'ai fait le test de datation 3 fois, pensant m'être trompé, sans en parler à Chris. Et à chaque fois, je suis arrivé au même résultat. Il semblait que son extrait de naissance et la plupart des documents officiels concernant Manfred avaient été falsifiés, afin de cacher son véritable âge. Sans compter que certains tissus internes ne correspondaient pas avec l'ADN d'autres parties du corps, ce qui était encore plus troublant. Ainsi que des traces de couture extrêmement fines, presque invisibles. La momification avait permis de mettre à jour ces traces infimes. C'était comme si Manfred était composé de différentes parties de corps. À la lumière de ces constatations, je me posais la question de qui était réellement Manfred Fritz Pagerat. Était-il seulement humain? Et qui était cet officier maritime qui n'apparaissait sur aucun registre? Ayant acquis certaines de mes découvertes de manière non autorisée, je ne pouvais évidemment pas en parler. Mais depuis, je me sens épié, surveillé par quelqu'un, ou quelque chose, tapis dans l'ombre, prêt à guetter un faux pas de ma part, une révélation de ces points troublants pour lesquels on nous avait explicitement indiqué, à Chris et moi, de nous taire. Sauf que Chris ne savait pas tout ce que j'avais découvert. Ce qui me mettait dans une position bien plus dangereuse que lui. Une semaine plus tard, j'appris que Chris avait été muté ailleurs, à sa demande. Chris et moi, on ne se cachait jamais rien. Jamais il n'aurait omis de me dire qu'il partait ailleurs. Et son remplaçant semble trop prévenant pour être sincère. Je sens bien qu'il joue un jeu afin de m'amadouer, espérant que je fasse une erreur en parlant de ce que je ne devrais pas savoir, et que Chris ne savait pas. Je sais que j'ai sans doute mis le doigt sur quelque chose d'interdit, que ma disparition ou ma mutation secrète est peut-être déjà inscrite sur un document, attendant qu'un cachet soit apposé si mon surveillant, car il est évident que c'en est un, se rend compte que j'en sais trop. C'est pourquoi j'ai fait ce journal, que je voulais envoyer, Monsieur Mulder, en utilisant un chiffrage que je sais que vous serez capable de décoder. Juste au cas où quelqu'un parviendrait à le réceptionner en même temps que vous. Après tout, j'ai bien réussi à craquer votre adresse mail pour vous envoyer ce journal, qui dit qu'il n'y en a pas d'autre qui ait pu le faire. Je fais confiance à votre réputation et j'espère que vous porterez crédit à mes interrogations à travers ces mots que je vous livre. Si par la suite vous constatez ma disparition en tentant discrètement de me recontacter sans que mon babysitter ne se rende compte, c'est que mes découvertes se révéleront plus importantes que je le pensais. Et en ce cas, vous resterez le seul à même de résoudre le vrai mystère qui se cache derrière le secret de la momie des mers. Je pense que la plupart d'entre vous auront fait le tri entre le fictif et le réel de cette histoire, grâce à la présence d'un personnage bien connu de la SF télévisée, issu d'une œuvre culte par excellence, et qui fait partie de mes séries préférées.
L'occasion était trop belle de me servir de ce cas bien réel, comme je l'ai déjà indiqué en intro de cette vidéo, pour faire ce petit clin d'œil en forme d'hommage à ce personnage. Néanmoins, la momification naturelle comme artificielle, bien qu'expliquée de manière scientifique, n'en reste pas moins un phénomène qui soulève de nombreuses interrogations et garde une aura de mystère et de fascination. Il n'est pas vraiment étonnant que ce côté mystique qui l'entoure a inspiré nombre de romanciers et de réalisateurs fantastiques, dont Conan Doyle, le papa de Sherlock Holmes, dans son court roman intitulé L'eau 249. Et si un auteur aussi sérieux que Conan Doyle, féru de spiritisme qui plus est, a inclus ce phénomène dans son œuvre, c'est bien la preuve de sa nature fascinante à plus d'un titre. Mais il est temps de vous quitter, et de vous dire à très bientôt pour un autre cas de Supernatural Activities, caché à l'intérieur du grand livre des histoires de l'autre monde.